Bonjour et bienvenue dans cette 9e vidéo de présentation du développement cross-platform. Nous utiliserons, comme à chaque fois, Visual Studio 2012 pour ce qui est de l'IDE et de la compilation des projets sous OS Microsoft, Xamarin 2.0 pour ce qui est de la compilation des projets Android, et bien entendu MVVM Cross version 3 de Stuart Lodge pour ce qui est du framework MVVM d'une part, et son rôle essentiel de facilitateur dans le développement cross-platform. Deux plateformes aujourd'hui ont été choisies, Android d'une part et WPF de l'autre. Alors pourquoi WPF? D'abord parce que dans les vidéos précédentes nous avons utilisé souvent Windows Phone 8 et WinRT et que WPF a toute sa place dans cette démarche et que plus loin que ça, je pense personnellement que le marché de demain et les applications cross-platform que vous aurez à développer dans les mois à venir auront certainement beaucoup plus à voir avec cet exemple Android WPF qu'avec n'importe quel autre mélange d'OS. À la date où je vous parle, nous sommes en août 2013, 80% du marché des smartphones dans le monde fonctionne sous Android et 67% des tablettes fonctionnent aussi aujourd'hui sous Android. Lorsqu'un système est aussi omniprésent, il n'est plus question de pouvoir le nier ou de penser qu'il s'agit d'une mode, de quelque chose de fugace et de rester enfermé dans ses certitudes. Le marché de demain sera un marché sur lequel Android jouera de toute façon un rôle essentiel puisqu'il domine entièrement le marché des mobiles. Beaucoup d'entreprises s'équipent encore dernièrement sous Windows 7 au lieu de Windows 8 et donc pour développer sur OS Microsoft en étant sûr d'être portable au maximum, le meilleur des choix aujourd'hui semble être WPF, puisqu'il tourne sur XP, Vista, 7, Windows 8, Windows 8.1 et vraisemblablement Windows 9. Des projets axés WPF d'un côté pour attaquer les machines qui marchent sous Windows, et de l'autre côté, forcément, que ce soit des tablettes ou bien des smartphones, de l'Android. Donc aujourd'hui, deux projets d'UI, un sous WPF, l'autre sous Android. Le prétexte, envoyer des mails, et nous allons voir à quel point cela est facile. Ne changeons pas les habitudes, commençons par l'application noyau. Cette application noyau de ce projet que nous avons appelé Android WPF, avec beaucoup d'originalité, s'appelle donc androidwpf.core et ce noyau est bien évidemment développé sous la forme d'une librairie portable, donc une PCL, qui a été configurée pour fonctionner avec Android, Windows Phone, Silverlight, WPF, etc. dans le profil numéro 104. Dans ce noyau, nous avons commencé par ajouter les références à MVVM Cross. Alors on passe par les packages Nugget, on regarde les packages qui sont installés, on a tous les packages de base quand on installe MVVM Cross, la plupart sont installés automatiquement, plus deux plugins, le plugin email, donc qui permet d'envoyer des emails, et le plugin de Messenger, puisqu'on va utiliser le Messenger, on va voir de quelle façon. Ce projet n'a absolument rien de particulier, les mêmes stratégies de développement qu'on a vues avec MVVM Cross s'appliquent, nous avons un appcs qui enregistre automatiquement tous les services, et qui va enregistrer le First View Model comme étant le modèle de départ. Nous retrouvons donc le First View Model ici, et ce View Model va comporter un certain nombre de champs et de méthodes. Nous avons des propriétés Mail to, Carbon Copy, le sujet de l'email, le corps de l'email, et s'il est envoyé en HTML ou en mode texte traditionnel. Donc des propriétés, j'en prends une au hasard, qui n'ont rien d'exotique, un get, un setter, avec un contrôle et un REST-property change, et tous se terminent par un check mail data, puisqu'on va avoir une gestion des erreurs à destination de l'utilisateur. Parmi les commandes, on ne retrouve qu'une seule commande, parce que notre exemple est très simple, il s'agit uniquement de pouvoir envoyer un mail. Donc le send mail command, quelque chose qui a été mis en place dans le constructeur. Le constructeur construit le send mail command avec une méthode privée qu'on va voir dans quelques instants. On remarquera bien sûr, comme à l'habitude avec MVVM Cross, l'injection de dépendances via les constructeurs. Donc nous avons besoin pour gérer les emails de l'IMVX Compose Email Task et nous avons besoin pour le Messenger de l'IMVX Messenger. Quand MVVM Cross instanciera ce ViewModel, il lui passera de façon automatique les deux instances qui correspondent à ces interfaces et qui ont été installées d'ailleurs par les deux plugins que nous avons vus il y a quelques instants. Comme d'accoutumé, ces deux services qui nous sont passés par le constructeur sont stockés dans une variable locale afin d'être utilisés tout au long de la durée de vie du ViewModel. Les méthodes privées, sendMail et checkMailData. Le sendMail est redoutablement simple. Il commence par contrôler la validité des datas.
Si les datas sont OK, il s'agit ici d'une propriété qu'on a déclarée, email task compose email, c'est la seule méthode disponible de cette interface, à laquelle on passe tout simplement l'ensemble de nos propriétés, mail2, mailcc, mailSubject, mailBody et isHTML. Pour des raisons de debug, on a passé une trace qui sera affichée dans la fenêtre Visual Studio pour être sûr que notre mail a été envoyé. Le check mail data est quelque chose d'assez simple. Nous construisons une liste de strings, on teste tout simplement si le mail2 est nul ou pas. Dans ce cas-là, on construit un message d'erreur, comme quoi le destinataire ne peut pas être à nul ou à blanc. Pareil pour le sujet, pareil pour le mail body. Un contrôle supplémentaire pour le mail2, où on vérifie avec un regex que l'adresse correspond bien à une pattern d'email valide, et qui rajoute bien évidemment un message à la liste des messages d'erreur. On voit que chaque propriété dispose de son équivalence avec un suffixe error et qu'une liste est créée. Pour gérer nos données, comme on ne sait pas exactement comment vont pouvoir être utilisés ces messages d'erreur, on pourrait déclencher des exceptions dans les setters, mais on n'est pas sûr que tous les OS réagissent de la même façon que WPF ou WinRT, qui eux vont détecter l'erreur dans le setter et vont placer l'objet de saisie dans un mode d'erreur avec un cadre rouge, etc., et éventuellement un message. On pourrait supporter le iData error ou des choses de ce genre-là, mais bien évidemment, on est dans une librairie compatible et tout ça n'existe pas forcément sous iOS ou sous Android. Donc on est obligé de prendre un parti plus simple, et le parti qui est le plus simple, c'est de créer une liste des erreurs, des messages d'erreur, et pour chaque champ, proposer un message d'erreur qui est soit vide, soit rempli avec le message d'erreur. À la fin, donc, nous mettons à jour notre error list, à l'aide de cette liste que nous avons conçue et remplie à cet endroit-là. Un flag, est-ce que les données sont OK ou pas, qui fait simplement que de vérifier que la liste est vide. Et puis, en plus, nous allons publier via le Messenger un message d'erreur et comme tout ce qui utilise la messagerie sous MVVM Cross, on crée une classe spécialisée, c'est beaucoup plus simple, comme on le ferait d'ailleurs sous MVVM Lite par exemple, pour envoyer un message. On retrouve donc ici un sous-répertoire message avec un error message, le constructeur qui est obligatoire et qui nous permet de passer en plus notre liste d'erreurs. Elle est stockée dans une variable publique. Et c'est ce message-là qui sera placé sur la file à chaque fois qu'il y a un contrôle de données qui va être fait. Il descend bien évidemment d'MVX Message qui fournit toute l'enveloppe nécessaire pour créer un message géré avec le Messenger de MVVM Cross sans qu'on ait besoin de programmer quoi que ce soit. Donc juste un constructeur et puis après la liste de toutes les propriétés dont on a besoin. À chaque fois qu'un check sera fait, c'est-à-dire à chaque fois qu'une des propriétés va être modifiée et à chaque fois qu'on va essayer d'envoyer la commande sendMail, il y aura un contrôle et la publication en fait du résultat du contrôle puisqu'on aura la liste. Soit cette liste sera vide, soit elle contiendra l'ensemble des messages d'erreur. Cette application va être portée maintenant sous deux plateformes différentes. La première va être pour smartphone Android, la deuxième va être une application WPF de bureau tournant sous XP, Vista 7, 8, etc. Et on voit bien à quel point là on fait le grand écart, et c'est aussi l'intérêt de ce choix de ces deux plateformes, entre une application pour un petit téléphone qui va tourner sous Android, puisque là on prend un OS assez minimum pour la partie Android, on n'impose pas une version très élevée de l'OS, et de l'autre côté, un système vectoriel fonctionnant sur un bureau classique. Donc un écart vraiment gigantesque, et pourtant comme on va le voir, on a un seul code de notre application, parce que le code principal c'est celui du corps du noyau, et que ce code va rester immuable maintenant, et va pouvoir être utilisé de façon très simple, à la fois pour la plateforme Android, et à la fois pour cette plateforme qui vise un bureau classique. Passons maintenant à l'étude de l'application Android, donc une des deux applications interface construites sur la base de notre noyau. On a ici une application Android tout à fait traditionnelle à laquelle on a rajouté un certain nombre de références. La première, c'est la référence à notre noyau, et ensuite ce sont les références au package NuGet qui sont utilisées. On retrouve le noyau d'MVVM Cross, donc avec ces packages qui ont été installés les uns et les autres en fonction de leur dépendance de façon automatique, et puis on retrouve le package email et le plugin Messenger. Alors comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, pourquoi sommes-nous obligés de rajouter les plugins à la fois dans le noyau et à la fois dans les projets d'interface? C'est parce que les projets noyaux intègrent le plugin dans sa version noyau. Un plugin est développé avec un noyau et N plateformes, exactement comme les applications que je vous fais voir en ce moment. Et c'est là tout l'intérêt de cette notion de plugin dans MVVM Cross. Quand on est dans l'application noyau et qu'on importe un de ces plugins, en fait on importe des interfaces
qui nous permettent de manipuler tout simplement les méthodes, les structures de données qui sont développées et qui sont intégrées à ce plugin. Et quand on est dans le projet interface, qui est spécifique à une plateforme donnée, on réinstalle dans ce projet le même plugin, la même série de plugins, et chaque plugin, cette fois-ci, au lieu de charger la partie noyau du plugin, va, selon la plateforme sur laquelle on est, Android, WPF, WinRT, etc., choisir d'intégrer la version compilée spécifiquement pour la plateforme. S'il y a des utilisations d'outils natifs à cette plateforme, ils sont bien évidemment placés dans ces librairies, ce qui fait que le noyau manipule des choses qui sont en fait des choses qui ne seraient accessibles que du côté plateforme spécifique et qui demanderaient d'écrire un noyau avec des tas de if, then, else, etc. avec de la compilation conditionnelle, ce qu'on refuse de faire. On a un noyau et un seul, il est compilé une seule fois et grâce à l'utilisation de ces plugins, on va pouvoir attaquer des fonctionnalités qui, au niveau natif sur chaque plateforme, peuvent être développées de façon différente pour obtenir le même résultat. C'est tout l'intérêt de cette gestion de plugins, avec pas mal de plugins déjà livrés de base, et bien évidemment c'est très facile d'écrire ses propres plugins à partir du moment où on sait comment écrire le code pour iOS, pour Android, pour WPF, Windows Phone 8, etc. etc. On note dans ce projet des choses assez classiques comme on les a vues déjà dans les autres vidéos. Un debug trace qui permet simplement d'avoir des traces de debug dans Visual Studio. Et pour initialiser ce debug trace, c'est dans la classe setup.cs qu'on va overrider la méthode createDebugTrace dans laquelle on retourne tout simplement une instance de notre classe. Donc là, chacun peut écrire sa classe de debug comme il l'entend, elle peut transmettre des messages par satellite si elle le veut, et c'est assez pratique. C'est très simple de modifier la trace et de la gérer de la façon dont on le veut, avec sauvegarde locale ou pas, etc. Le setup retourne l'application noyau, comme on le fait sous MVVM Cross habituellement. Ici, ce sont des classes qui ont été rajoutées par MVVM Cross pour pouvoir gérer facilement les commandes. Une seule chose nous intéresse donc dans ce projet, puisque c'est la seule chose qui est contenue, c'est la vue. Cette vue, elle est faite bien sûr d'un first view en C#, et elle est faite d'une ressource qu'on retrouve dans les layouts avec la first view ici. Côté C#, pas grand chose à dire. C'est en fait une activité, elle descend de MVX Activity, une méthode onCreate qui nous permet d'obtenir un certain nombre d'informations en provenance du système, notamment le bundle qui permet de sauvegarder ou pas les données d'une session de travail à l'autre. Cette content view qui affiche réellement la vue définie en XML. Et puis ici, on le voit, on utilise le mvx.resolve pour obtenir le messenger, puisque bien évidemment, les vues elles-mêmes, ces activités, elles ne participent pas au système d'injection de dépendance, donc on n'a pas de moyen automatique de récupérer les services, notamment qui sont déployés dans le noyau. Par contre, on peut les obtenir de façon très très simple, tout simplement en demandant un MVX Resolve avec le type du service que l'on souhaite obtenir. Au lieu que ça soit passé dans le constructeur, c'est comme ça qu'on le fait. Donc là, on va obtenir notre Messenger, et notre Messenger, on va tout de suite s'abonner pour gérer le message, error message, qui lui est aussi défini dans le noyau comme on l'a vu. Je l'avais déjà expliqué, on conserve un token qui est un MVX Subscription Token. Ce token, on le garde en private dans l'activité dans la first view, tout simplement parce que le Messenger fonctionne avec des weak references et que si jamais on ne conserve pas ce token, le Messenger va tout simplement disparaître au prochain Garbage Collection. C'est un choix et un parti pris dans MVVM Cross, c'est de faire en sorte d'éviter d'avoir à s'inscrire, détruire, quand détruire les objets. En fait, le choix était très simple, c'est une weak reference, on garde un token sur le Messenger, ce qui nous garantit que durant toute la vie de cet objet, la vue ici, on pourra conserver le Messenger. Si jamais notre vue disparaît, eh bien le token lui-même va disparaître, et dans ce cas-là, le Messenger qui est derrière sera libéré automatiquement, en tout cas la partie listener qui écoute pour notre vue. On s'enregistre soit avec un delegate, soit avec une méthode qu'on a déclarée. Ici, on a une méthode assez simple qui reçoit donc notre error message, une instance de notre error message. S'il n'y a rien, que les erreurs sont nulles et que le compte est inférieur à 1, bien évidemment, il n'y a rien à faire, on s'en va. Sinon, on construit un message à partir de la liste des erreurs qu'on vient de recevoir. Et cette liste des erreurs, on s'en sert ici de façon triviale en affichant un toast, puisque sous Android, on peut avoir ce genre d'affichage, pour indiquer à la personne qu'il y a un certain nombre d'erreurs dans sa saisie. Mais on va voir, ce n'est pas la seule façon de gérer les erreurs. On a une autre façon qui est directement dans la vue elle-même. La vue a été définie de façon, là aussi, très simple. On essaye de s'intéresser uniquement à la partie fonctionnelle. Un champ tout, avec ici un edit texte, ici le champ CC, ici le champ subject,
et ici le message. On retrouve un bouton pour le send, pour envoyer le message, et ici un toggle bouton pour dire si on a tapé son message en HTML ou en texte brut. C'est juste pour vous faire voir quelque chose de plus, parce que bien évidemment, personne ne va taper à la main ici du HTML, mais enfin, il y a des gens qui prétendent même faire des sites entiers avec le Notepad, donc pourquoi pas taper ces messages en HTML entièrement à la main. Ce qui est intéressant, donc ici, c'est pas la mise en page, c'est pas spécialement les champs, puisqu'on a deviné qu'ils étaient là, on les a déjà vus dans les propriétés du ViewModel. Mais regardons la source pour ce qui est des bindings. Donc on va retrouver ici, par exemple, le edit text qui est utilisé pour le mail to. On retrouve deux bindings. Donc du côté Android, avec MVVM Cross, quand on utilise du binding, on déclare pas n fois pour chaque propriété le binding, on n'a qu'un seul local MVX bind. Et après, les bindings sont séparés par des points-virgules. La virgule servant à séparer éventuellement à l'intérieur d'un binding, notamment les convertisseurs de paramètres ou des choses de ce genre-là. La propriété texte de notre objet editText va être reliée à mail2, qui est une propriété chaîne se trouvant dans notre ViewModel, mais les editText disposent d'une propriété error, qui est une propriété chaîne, et à laquelle nous allons pouvoir lier le mail2error. Et là, on retrouve l'intérêt d'avoir décomposé notre système de gestion d'erreurs en une liste, mais aussi un message personnalisé pour chacun des éléments à saisir, puisque côté Android, on dispose de ce système bien particulier, qu'on retrouve par exemple pour le sujet du mail, avec une propriété texte bindée sur mail subject, et une propriété error sur le mail subject error. Pareil pour l'ensemble des autres champs de saisie, le toggle bouton en lui-même, rien de compliqué, sa propriété checked qui est reliée à isHTML de notre ViewModel, et un bouton qui est le bouton send, dont le clic est relié à Send Mail Command. Donc quelque chose d'excessivement simple que nous allons voir tout de suite en exécutant le programme. Et on envoie notre message. Alors les toasts ont été mis en mode long, et à chaque saisie, bien évidemment, il y a un contrôle qui est fait. Voilà. Donc là, il me demande si je veux l'envoyer avec le gestionnaire d'email ou le gestionnaire de SMS. Et nous arrivons ici sur le gestionnaire de mail, avec notre message qui est prêt à partir. Il ne reste plus qu'à l'envoyer ou l'enregistrer sous forme de brouillon. Donc voici le fonctionnement de cette application très simple qui permet donc d'envoyer des mails. Il nous reste maintenant à porter l'application sous WPF. C'est à la fois facile et à la fois il y a quelques petites difficultés, en tout cas quelques astuces à connaître pour mener à bien cette opération. La première chose consiste bien évidemment à référencer notre application noyau. Mais ensuite, si on intègre MVVM Cross comme d'habitude, on a juste un tout petit problème, c'est qu'on souhaiterait donner un look à notre application WPF pour qu'elle soit dans l'air du temps. Il existe un certain nombre de packages nuggets qui permettent aujourd'hui de rajouter une couche de présentation à WPF dans le style métro ou flat ou moderne UI, peu importe comment on l'appelle. Nous avons notamment Modern UI pour WPF. L'une des bibliothèques les plus achevées aujourd'hui, c'est Modern UI pour WPF. C'est une très bonne bibliothèque qui contient beaucoup de composants, qui permet de changer facilement la couleur d'accentuation. Son problème principal, c'est qu'elle fonctionne, comme on peut le voir ici, avec des mots qui permettent d'accéder à des tabulations ou en fait à des pages. Et tout ça marcherait très bien par exemple avec MVVM Lite, qui utilise lui aussi une navigation plutôt de type View First, donc les vues naviguent vers des vues, et ensuite c'est le framework MVVM qui va charger le ViewModel qui est rattaché à la vue, puisque là, avec MVVM Lite, on s'accroche directement dans le data context de la vue, et donc ce chargement est fait automatiquement. Ce type de framework visuel marche parfaitement bien avec MVVM Lite, avec Prism ou d'autres,
qui sont plutôt orientés View First. Il faut savoir que MVVM Cross est orienté Model First. On l'a vu déjà à travers tous les exemples que j'ai pu développer ici dans ces vidéos et sur les nombreux billets de blog que j'ai écrits à ce sujet. Vous avez bien remarqué que pour naviguer, la commande de navigation se passe dans le View Model bien évidemment, et que dans ce View Model, on appelle un autre View Model. Et encore mieux, on appelle un type de View Model. Et c'est MVVM Cross qui se débrouille pour trouver l'instance et la créer s'il le faut, faire l'injection de dépendance, et ensuite seulement, ça marche donc dans l'autre sens d'MVVM Lite, au lieu d'avoir un View Model Locator, on a en fait un View Locator à l'intérieur d'MVVM Cross, qui va aller chercher la vue qui correspond à ce View Model. De fait, marier un système qui navigue en mode Model First avec un système qui navigue en modèle View First, réclamerait de faire pas mal d'adaptations au code de Modern UI pour WPF. Il existe une autre librairie dont est issue, c'est d'ailleurs celle-ci, et ce qui est indiqué ici, qui est la MAH Metro, et qui est une bibliothèque qui est tout aussi complète du point de vue visuel, mais qui a l'avantage de ne pas trop se mêler de la partie MVVM. C'est le problème de Modern UI pour WPF, c'est d'être un framework un peu avec des relais de commandes. Il a repris le même code qu'MVVM Lite, etc. Bon, ça mélange un peu les deux choses, ça peut être très bien, mais dans notre cas, c'est plutôt enquiquinant. Donc on va utiliser plutôt ce système-là, dont est issu l'autre d'ailleurs, et qui permet d'avoir des fenêtres avec pas mal de choses, des présentations simples, même des panoramas, des pivots, des choses de ce genre-là, des boutons ronds, des styles. Et là, on reste uniquement dans le mode interface, et ça nous arrange bien parce que pour la navigation, on va se débrouiller nous-mêmes. Donc dans notre programme WPF, on a rajouté en référence, bien entendu notre noyau, on a rajouté aussi le package Nugget de MAH Apps pour Metro. Ça nous permet de disposer d'un système donc d'interface un peu plus moderne. Mais c'est pas tout à fait tout. Quand on va rajouter MVVM Cross par les packages Nugget, quand on va vouloir ajouter bien sûr l'email plugin, le Messenger plugin, puisqu'on en a besoin, mais avant tout le MVVM Cross de base, le Tuna, il va vouloir nous mettre beaucoup de choses qui sont les choses par défaut qu'il utilise, et il va vouloir modifier certains fichiers. Il va falloir répondre non systématiquement à toutes les modifications de fichiers, et notamment les fichiers qui seront en trop, puisque là il n'y a pas d'écrasement, donc il n'y a pas de message d'alerte. Repérer les fichiers qui sont en trop, notamment il y a un app xaml.wpf.cs qui est créé en plus, supprimer l'ensemble de ces fichiers. Parce que notre stratégie d'affichage et de navigation va nécessiter en fait de faire quelques adaptations. C'est en fait ça le plus important dans la mise en place de ce programme en WPF, c'est qu'on veut pouvoir faire quelque chose qui est incrusté à l'intérieur d'un autre. Donc on veut conserver une main view tout à fait classique au départ, mais cette main view, on l'a modifiée pour qu'elle soit une Metro window, de telle façon à pouvoir intégrer le look de MAH Apps, et si on regarde le code XAML de cette fenêtre, on a suivi bien évidemment les préconisations de la librairie MAH, on a rajouté les dictionnaires dont a besoin la fenêtre, on a besoin de rajouter, si on veut, on verra, c'est qu'à titre d'exemple d'ailleurs ils sont non fonctionnels, des boutons dans la barre de tâches en haut, avec pourquoi pas avec des icônes, et on voit en fait tout simplement qu'on a une grille qui sert de conteneur principal, et c'est là-dedans qu'on va pouvoir mettre les choses. Cette grille, on lui a donné un nom, on l'appelait main container, et toute l'astuce va être que les navigations qui sont générées par MVVM Cross, même si là nous n'avons qu'une seule page, mais dès le départ, la première vue et le premier vue modèle, de toute façon, enclenche le mécanisme de gestion de navigation. Donc, qu'on ait une fiche ou qu'on en ait 100, le problème reste le même. Il faut qu'on puisse intercepter en fait l'instanciation habituelle d'MVVM Cross pour pouvoir dire je veux que ça vienne se docker à cet endroit précis dans le main container. Donc pour faire ça, ça nous oblige à modifier un certain nombre de mécanismes. Une fois qu'on a ajouté MVVM Cross, qu'on a supprimé certains des fichiers qu'il a ajoutés en trop et qu'on a répondu non à la modification de toutes les unités de code qui pouvaient déjà exister et qui veut éventuellement effacer et remplacer, et on va mettre en place quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on va d'abord créer une instance de notre programme manuellement. Donc on va se recréer un programme.cs, et ce programme.cs, on va avoir un main qui est un staff thread avec ici une séquence qui est relativement simple. On crée une nouvelle application, l'objet application traditionnel. On va créer l'instance de notre nouvelle main window, et ici on va utiliser un présenteur
customisé, que j'ai appelé ici WPF Content Presenter. On va le créer en lui passant la main window en paramètres, et puis on va créer le setup, le fameux setup habituel de MVVM Cross qui est ici. On va lancer à la main son initialisation, on va faire un show du main window et on lance le run de l'application. Donc un programme.cs assez classique pour un fichier, pour une application de type WPF, mais avec un certain nombre de spécifications ici qui sont liées uniquement à MVVM Cross. Donc le programme.cs, très important. Bien évidemment, dans les propriétés du projet, il faut ici dire que le Startup Object, c'est l'Android WPF programme. On peut voir qu'on a plusieurs points d'entrée, et il ne faut surtout pas que ce soit le mauvais qui soit utilisé. Donc le WPF programme. Une fois qu'on a ici notre classe programme qui est programmée, on retrouve un setup.cs tout à fait classique, puisqu'il est vide, qui descend de MVX WPF setup, avec un constructeur dans lequel on n'a rien mis. Le create app qui renvoie bien le noyau comme d'habitude dans tous les setups, mais d'habitude on les touche pas, donc on n'a pas trop l'habitude de les regarder. Et puis ici, dans le create debug trace, on a retourne debug trace qui est une instance de notre propre système de gestion des traces. Donc le setup en lui-même est tout à fait classique. La seule chose qui change, c'est donc la présence de ce programme.cs. Et dans la pp XAML, au niveau XAML lui-même, on a quelque chose qui est vide, donc il n'y a rien de particulier. Niveau du XAML.cs, sur le startup, qui est overridé, le start va résoudre le IMVX AppStart et faire un start.start. Donc c'est à ce moment-là que l'application va être lancée côté MVVM Cross. Donc il y a besoin de ces quelques petits ajustements pour que l'ensemble fonctionne. Et je vous ai parlé d'un présenteur particulier. Quand on regarde dans Programme CS, ici, on crée un présenteur et on le passe en paramètres au setup. Ce présenteur, c'est une façon de venir se plugger à l'intérieur, se hooker plus exactement à l'intérieur du système de MVVM Cross et de détourner le fonctionnement de son présenteur par défaut. Et on voit que c'est quelque chose de très facile. Il suffit de descendre de MVX WPF View Presenter. Le constructeur qui récupère la main window, tel qu'on l'a vu à l'instant dans programme.cs. Et puis, il faut overrider la méthode present, donc celle qui va présenter l'objet, qui reçoit un framework element. On fait main window container children.clear. Donc en fait, le main container, c'est la grille principale qu'on a vue dans la main window. On efface l'ensemble des enfants et on met à la place notre framework element. Donc bien évidemment, on peut choisir des systèmes plus sophistiqués. Il y a un exemple d'ailleurs développé par Stuart Lodge qui utilise même des attributs. Donc on se crée une classe attribut et qui permet de dire pour chaque view dans quelle partie on veut qu'elle soit dockée. Et puis on crée 2, 3 parties, 4 parties, pourquoi pas, ou plus dans sa main window. Et en fonction ici de l'attribut qu'on analyserait sur le framework element, on saurait dans quelle partie du main window le placer. Donc on peut faire des choses plus simples, on peut faire des choses plus complexes. Beaucoup plus simple que ça va être difficile, mais plus complexe, ça par contre, c'est toujours possible. Et dans notre main window, on a un conteneur ici qui est une grille. Au niveau de son .cs, on voit qu'il n'y a rien de spécial dans cette fenêtre. Bon, en dehors du fait qu'elle descend de Metro Window, bien évidemment. Et une fois que ce décor est mis en place, on a une application WPF qui va pouvoir démarrer une main window. Cette main window, elle est lookée. Cette main window, elle va pouvoir contenir un certain nombre de conteneurs, de zones, etc. Ici, on a détourné le content presenter pour pouvoir venir instancier en fait les framework elements, les présenter à l'intérieur d'un conteneur qui est une simple grille. On pourrait faire quelque chose de plus complexe. Maintenant que tout ça est mis en place, on travaille de façon absolument habituelle. Donc on retrouve un sous-répertoire view avec notre first view qui correspond au first view model, puisque je vous rappelle que sous MVVM Cross, il y a une convention de nom qu'on peut bien évidemment, de la même façon qu'on a détourné le view presenter, on peut détourner le système qui choisit les routes entre les view models et les views, mais par défaut, les view models se terminent par view model, et donc les views se terminent par view. Donc l'instantiation se fait automatiquement. Vu que dans notre noyau, on a déclaré un first view model, automatiquement, MVVM Cross ira chercher first view. Notre first view, elle est toute simple. On va même changer l'échelle, ce sera encore mieux. On a un objet qui est de type MVX WPF View. Donc on est tout à fait traditionnel dans l'utilisation de MVVM Cross sous WPF. La vue descend d'MVX WPF View. En fait, c'est un user control au départ. Donc il suffit d'ajouter un nouveau user control et puis de changer ensuite la classe ici, et bien sûr dans le .cs qui va avec. Il y a une grille avec des colonnes, avec des lignes,
un stack panel qui contient l'ensemble des choses, et on a une zone de titre, une grille qui est le conteneur pour l'ensemble de toutes ces choses, ici un toggle bouton justement qui vient de MAH application, et à la suite, dans le grand stack panel qui contient tout le monde, un bouton, pareil, qui est stylé en fonction de MAH application, et qui utilise une icône qui est utilisée ici, par le biais d'une typographie. Il y a deux choses qui sont intégrées dans MAH. On a des icônes dessinées en XAML et on a des icônes qui sont obtenues grâce à une fonte qui est intégrée dans le package et qui est ntypo et qui contient elle aussi un certain nombre d'icônes. Donc on peut soit utiliser une image sous forme de XAML, soit sous forme de texte. Il suffit simplement de préciser la bonne fonte. Rien de bien complexe ici. Et puis pour gérer les problèmes de saisie, donc les erreurs qu'on a vues sous Android avec des validations, bien sûr, WPF sait le faire et c'est lui aussi entouré en rouge des zones, etc. etc. Mais pour cela, il faudrait que la source gère un certain nombre d'interfaces qu'on n'a pas pu intégrer dans la CPL. Pour pouvoir gérer les erreurs ici, on a tout simplement une zone de notre tableau avec un text block qui s'appellera txt erreur, et qui contiendra les erreurs quand elles sont propagées via le système de messagerie. Au niveau du code, si on regarde la first view, ça fait exactement comme la first view sous Android, donc on a vraiment un code qui est ici très semblable, d'ailleurs ça je l'ai pris par copier-coller. Cette first view, elle a besoin de s'initialiser, ça c'est spécifique à WPF, mais on retrouve le même code, elle prend messenger égale mvx resolve pour obtenir le messenger, elle s'inscrit pour gérer l'error message qui vient du noyau avec une méthode onError, elle garde dans un ticket, dans un token, elle va garder la subscription de telle façon à ce que les weak références qui sont derrière le système de gestion du messenger ne viennent pas tomber à échéance et que le messenger existe toujours pour la first view. Et en fin de vie, bien évidemment, ce listener qui vient d'être mis en place ici sera détruit automatiquement et sera garbage collecté par le fait que le token lui-même mourra en même temps que l'instance de first view. Le onError, toujours pareil, s'il n'y a rien, donc si la liste qui est passée des erreurs est nulle ou que son compte est inférieur à 1, on remet à 0 le texte d'erreur et on s'en va. Sinon, on prend les erreurs, on fait une jointure de chaîne pour obtenir toute la liste entière et puis on met texte. Alors on fait une petite différence entre quand le compte est égal à 1 pour ne pas faire le string join. Le même code que ce qu'on avait dans la vue Android, si vous vous rappelez exactement, la vue Android dans les views, la first view, on avait exactement le même code à 2 ou 3 différences près, et puis ici on lançait un toast, alors que dans la version WPF, on initialise tout simplement le txt error de telle façon à le charger. On a le droit de le faire ici, puisque je vous rappelle qu'on est dans la vue, et la vue a le droit de manipuler l'interface. Par contre, dans notre projet noyau, on ne pouvait pas le faire. C'est bien pour ça qu'on utilise un message et qu'on souscrit à ce message, puisque ça nous permet d'avoir une isolation parfaite entre notre noyau et la vue qui, elle, gère le message en question et son affichage. On va exécuter cette application, elle est bien mise par défaut, et voici, alors, les petites astuces de MAH. Alors, il n'y a rien de connecté derrière, si je clique, il ne se passe rien, bien évidemment, mais par exemple, on peut avoir des commandes ici avec une fenêtre, la couleur d'accentuation peut bien entendu être choisie. L'image qui est en fond, c'est moi qui l'ai posée en prenant rapidement une image. On peut prendre quelque chose de bien plus élégant ou rien mettre du tout pour être sur fond blanc. On fait comme on l'entend ou un dégradé, peu importe. On voit ici notre grille de saisie. On est en HTML ou pas. Automatiquement, dès qu'un champ change, il y a un contrôle, le check data, plus l'envoi du message, l'interprétation qui en est fait. Et ici, on a créé donc une petite ligne en rouge. Recipient can be empty, subject can be empty et body can be empty. Ici, on va taper ça, PO, et là, il nous rappelle que le récipient adresse is not valid. Alors, on pourrait bien évidemment trouver quelque chose d'un tout petit peu plus subtil pour aussi passer les zones en rouge, les marquer, etc. C'est pas le but de cette démonstration et de cette vidéo aujourd'hui, mais ça vous fait voir qu'on peut quand même gérer tout ça. Et ici, le sujet, test. Et puis, on va faire la même chose. Test, 1, 2, 3. Voilà l'ascenseur qui apparaît. J'envoie. Ça m'ouvre mon gestionnaire de mail, pré-rempli. J'ai plus qu'à faire envoyer si je suis d'accord. La même chose sous Android, les mêmes fonctionnalités. Côte à côte, vous avez
deux programmes qui n'ont rien à voir, un qui tourne en fait sous Linux, sous une version modifiée de Linux qui est Android, sur un smartphone avec un affichage de petite taille, la même application dans une application WPF qui est capable de fonctionner aussi bien sur XP que Vista 7, 8, 9 vraisemblablement et même au-delà, et avec un seul code qui a été écrit qui gère l'ensemble des fonctionnalités de ce programme, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés, l'ensemble des méthodes, des publications de messages, tout ce qui fait le code métier n'a été écrit qu'une seule fois. Et après, on a juste à faire de la mise en page avec XAML pour ce qui est de WPF, ou avec XML pour ce qui est d'Android, ou d'autres encore supports, puisque rien n'empêcherait de rajouter un support aussi pour Windows Phone 8, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes, pour WinRT, etc., etc., et toujours à partir du même code. Donc c'est presque une espèce de jeu, une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter, on rajouterait des cibles, on rajouterait des cibles. Ah, par exemple, sous les yeux, en ce moment, vous avez le plus utile, à mon avis, sur le marché aujourd'hui et pour les années à venir, c'est un programme qui tourne sur Android et en WPF pour vous assurer que ça tourne sur toutes les versions de Windows. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ce voyage vous a intéressé et que vous avez pu y voir comment mettre en place des choses qui sont à la fois lookées, ou au moins un début de looking, en WPF extrêmement portable sur toutes les versions de Windows qui existent, et le même programme pour le système qui aujourd'hui représente 80% du marché des smartphones et 70% du marché des tablettes. Et quand vous verrez cette vidéo, si c'est pas tout de suite, on en sera peut-être encore à 85%, 90%, qui sait, beaucoup plus. Et pareil pour les tablettes. Donc vous avez sous les yeux les deux OS sous lesquels il faut travailler aujourd'hui pour être sûr de pouvoir atteindre 90% du parc d'utilisateurs. Et ça, c'est très important, c'était ce que je voulais vous faire voir et que sous-tend l'ensemble de ces vidéos. Et vous avez la possibilité, bien évidemment, sur le site .blog, de récupérer l'ensemble des sources de cette application pour vous amuser vous-même et voir comment ça fonctionne, et pourquoi pas vous en servir comme d'une démonstration pour convaincre votre hiérarchie. Je vous remercie de votre attention, à très bientôt. Il y aura une 10e vidéo qui va être produite dans peu de temps, donc stay tuned.